Dans cette vidéo, donc, nous allons décrire donc, la fiche de cours sur la mécanique portant sur la première partie. Donc, un système mécanique donc, est un ensemble d'objets considérés du point de vue de son mouvement et des forces qu'ils subissent. Donc, tout d'abord, les référentiels. La description du mouvement dépend du référentiel choisi. C'est ce que nous avons vu en seconde. Un référentiel donc, est un solide savant de référence pour décrire le mouvement des objets. À ce référentiel est attaché un repère d'espace OIJK, donc O est l'origine, et IJK sont trois vecteurs donc unitaires, donc qui donnent la direction des trois axes qui sont généralement perpendiculaires entre eux, et un repère de temps. Pour étudier donc un mouvement sur Terre, on utilise ce qu'on appelle le référentiel terrestre, constitué par tout corps immobile par rapport à la surface de la Terre. Si on s'intéresse donc au mouvement d'un satellite ou de la Lune, on utilise donc le référentiel géocentrique, constitué par le centre de la Terre et des étoiles lointaines considérées comme fixes. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, on regarde le mouvement, on place ses yeux donc au centre de la Terre. Si l'on s'intéresse au mouvement donc, des planètes sur le autour du Soleil, on utilise le référentiel héliocentrique, constitué par le centre du Soleil et des étoiles lointaines considérées comme fixes. Un référentiel galiléen est un référentiel donc, dans lequel un objet isolé, donc sur lequel aucune force ne s'applique, ou alors la somme des forces qui s'exercent se compense, est soit immobile, soit en mouvement et qui est uniforme. Ensuite, centre d'inertie. Donc le centre d'inertie noté G est un point particulier du système. Son mouvement est bien plus souvent plus facile à écrire que n'importe lequel des autres points du système. Donc c'est pour ça que nous on se placera et qu'on décrira, on ramènera le plus souvent tout le système à l'étude de son seul point d'inertie. Donc on mettra toute la masse. Donc le vecteur position. Donc vous imaginez, on a un point qui bouge dans un repère. Donc ici le repère, vous voyez, O, I, J, K, donc avec les directions X, les directions Y et les directions Z. Donc ce point-là, imaginez un point qui bouge, donc il a des coordonnées selon X, Y et Z qui varient en fonction du temps. Donc le vecteur OG peut être décrit comme XI plus Y, donc la composante X selon I, X, donc la longueur ici selon I, plus Y selon J, plus Z selon K. Donc vous voyez qu'il y a trois composantes puisqu'on est en trois dimensions. Si le solide est en mouvement, alors ses composantes X, Y et Z sont des fonctions du temps. Donc ça veut dire que X dépend du temps, Y dépend du temps et Z dépend du temps. Donc ne vous faites pas avoir par les notations. Hein. Ça veut uniquement dire que X varie avec le temps, Y varie avec le temps, Z varie avec le temps. Donc quelques petits rappels de maths pour pas partir dans de mauvaises bases. Quand vous avez un vecteur ici, par exemple ici, donc ça c'est des images que j'ai trouvées sur un site MaxiCours sur internet de maths. Donc ici vous voyez qu'on a un vecteur, pardon, je vais effacer ça, hop. Donc on a un vecteur ici, vecteur U, donc qui a des coordonnées x, y. Donc vous voyez bien que ici, ce vecteur, le point M ici, donc a des coordonnées x, y. Donc le vecteur OM a des coordonnées qui sont x, i plus y, j. Donc ça veut dire que je peux tout à fait écrire mathématiquement quand j'ai ça, que le vecteur U, ici, là, celui-là, est égal donc à x, i. Donc xi n'est rien d'autre que ce vecteur-là. Donc si je pars d'ici et que je fais xi, j'arrive ici. Mais pour arriver ici, il faut que je rajoute plus yj. Donc c'est pour ça que ici, ensuite, on rajoute plus yj. Donc ça, vous avez déjà vu ça en maths. Donc u et donc xi plus yj. Donc les coordonnées du vecteur u sont x et y pardon, dans le repère, là je vais mettre y, dans le repère OIJ. Donc c'est pour ça que des fois donc vous noterez donc les coordonnées selon différents manuels, selon différents exercices, sous la forme U de coordonnées X, Y. Des fois vous verrez aussi peut-être U avec des coordonnées avec une barre comme ça en marquant X, Y. C'est deux façons de noter différentes, mais c'est la même chose. Hein. Donc ça veut dire que dans ce cas-là, les coordonnées du vecteur U c'est X et Y. Donc ça veut dire que U égale X, I plus Y, J. Et ça c'est deux manières de représenter les choses différemment.
Alors ensuite, on revient donc à notre fiche de cours. Donc on repart maintenant, donc ça c'est pour le vecteur position. On va définir maintenant ce qu'on appelle le vecteur vitesse. Donc pour définir mathématiquement et rigoureusement le vecteur vitesse instantanée, donc là vous voyez vu qu'on ne va plus parler de vitesse moyenne, mais vitesse instantanée, on fait apparaître donc la dérivée temporelle de la position à l'instant t. Donc, regardez bien, la vitesse du point du centre d'inertie, donc qui dépend du temps, donc ça veut juste dire qu'elle dépend du temps, c'est la dérivée du vecteur position par rapport au temps. Donc ça va être une dérivée vectorielle. Donc n'ayez crainte, vous allez voir que ça va très bien se passer. Donc la vitesse est exprimée en mètres par seconde, la distance en mètres et la durée en secondes. Le vecteur vitesse possède toujours les caractéristiques suivantes. La direction, c'est la tangente donc à la trajectoire à l'instant t. Le sens, c'est toujours celui du mouvement. Et enfin la norme, on a la relation v égale la norme de v. Donc ça, je vais y revenir, je vous montre, mais on y reviendra sur décrire les vecteurs. On y reviendra plus loin. Ici, il y a un tableau qui représente donc ici tout ça. Ensuite, et on fera une activité normalement qui vous permettra de comprendre tout ça. Pour exprimer donc les coordonnées de ce vecteur vitesse. Donc repartons de la position. OG c'est x, y plus yj plus zk. Donc ça, x, y, z, les coordonnées de g. Donc si je dérive, comme en mathématiques, vous allez dériver tout ça. Donc la dérivée d'une somme, c'est la somme des dérivées. Donc c'est pour ça qu'ici on dérive x, y plus yj plus zk. Mais les vecteurs i, j et k sont des vecteurs qui sont constants. Donc, on les sort de la dérivée. Donc, par exemple, pour vous faire comprendre ce que je veux dire, si par exemple vous dérivez 3x, vous savez que si f de x égale 3x, f' de x, il vaut 3. Mais je peux très bien dire, parce que ça vous l'avez appris, mais je peux très bien dire que f de x, c'est 3 fois x. Sachant que 3 est un nombre constant, et que après la dérivée de x, ça vaut 1. Donc en fait, je peux très bien dire que f' de x, je peux très bien dire que f' de x, c'est 3 fois, donc 3 étant le nombre qui y a devant le x, fois 1, 1 étant la dérivée de x par rapport à x. Donc ce que je vais vous faire comprendre, c'est que ici, x de t fois i est un vecteur unitaire constant. Donc ça veut dire qu'il est en dehors de la dérivée, tout comme j et tout comme k. Par contre, je dérive donc ce terme-là, dx sur dt, dy sur dt et dz sur dt. Ça, ce sont des termes qui sont, la plupart du temps, pas constants. Donc c'est pour ça que je garde la dérivée. Là, je laisse i. Donc en fait, l'équivalent par rapport à ce que je viens de faire, c'est mon i, ce serait l'équivalent de mon 3. Et en fait, ici, la fonction qui varie, ici, donc ça serait x, donc je le dérive. Donc on obtient la chose suivante. On obtient, donc dans ce cas-là, si j'efface ça maintenant, donc on obtient les coordonnées donc de la vitesse, v égale dx sur dt, dy sur dt, plus dz sur dtk. Donc on voit bien que ici, selon i, ça c'est la coordonnée selon x, qu'on va appeler vx. Ça, si c'est selon j, tout ce qu'il y a ici est nécessairement la coordonnée selon y de la vitesse. Donc c'est pour ça que je note vy. Et ça c'est dy sur dt. Et enfin ici vous avez donc selon k, c'est toujours ce qui est selon la coordonnée z. Donc ici c'est la coordonnée z de la vitesse, donc vz de t égale dz sur dt. Donc en fait, là j'ai juste identifié, j'ai dit ici, pour identifier, pardon, que j'écrivais que vg c'était égal à vx i plus vy j plus 3 petits points. Donc ça veut dire que, regardez bien, si je le fais avec, pour vous montrer, je sais que vg va avoir une composante selon i que je vais noter vx, une composante selon j que je vais noter vy, une composante selon z que je vais noter vz. Je viens, quand j'ai dérivé ça, trouver cette expression-là. Bah, si j'identifie, regardez bien, tout ce qui est en i là, et ce qui est en i ici,
ben, ça veut dire que j'ai une identification, immédiate, ici, entre ce terme-là qui est devant le i et le Vx. Donc c'est pour ça qu'ici j'ai écrit Vx égale dx sur dt. Donc ensuite, on obtient, hop, donc on obtient les trois coordonnées du vecteur v vitesse, Vx égale dx sur dt, Vy égale dy sur dt, Vz égale dz sur dt. On remarquerait que c'est relativement simple à retenir. Et pour la norme du vecteur vitesse, bah, c'est comme n'importe quelle norme. Vous prenez la racine carrée de chacune des composantes, c'est-à-dire Vx carré plus Vy carré plus Vz carré. Alors là, je reviens ensuite à ma petite fiche de cours. Vous avez dû voir que si un vecteur a des coordonnées x et y, la norme de u, alors je ne sais pas comment vous la nommez en maths, mais la norme de u, si elle est notée avec 1 ou 2 traits, il me semble que c'est 2 traits, vous avez dû voir qu'ici c'est les coordonnées, donc racine, la coordonnée selon x ici, qui est égale à x, plus la coordonnée selon y ici, qui est égale à y. Ou alors, si je prends un exemple numérique, ici vous avez un vecteur u, si je prends celui-là, pardon, celui-là, non, mon laser, pardon. Donc celui-là qui a des coordonnées qui valent 2 et 1. Donc ça veut dire que mon vecteur u, il a pour coordonnées donc 2 selon x et 1. Donc ça veut dire que la norme de u, dans ce cas-là, vous avez déjà vu ça, il me semble que c'est en seconde, ça vaut donc la racine carrée de sa composante selon x, c'est-à-dire 2 au carré, plus la composante selon y au carré, 1 au carré, donc ce qui fait racine de 4 plus 1, 5, donc ça fait racine de 5. Ensuite, si par exemple je prends ici l'exemple avec v, donc v, on voit bien que v, pardon, ici, v, il a comme composante 2 moins 2, donc la norme de v, ça sera donc ici égal à la racine carrée de 2 au carré plus moins 2 le tout au carré. N'oublie pas de prendre la racine pour tout ça. Et donc ça fait 4 plus 4 racine de 8. Donc si je reviens ici, c'était juste pour vous faire montrer cette formule-là. Cette formule-là n'est pas une formule compliquée, c'est juste que j'ai pris la norme du vecteur vitesse et j'ai pris donc Vx carré plus Vy carré plus Vz carré, donc qui sont la somme au carré de chacune des composantes. Remarque, si le vecteur vitesse est constant, le point décrit donc un mouvement rectiligne uniforme. Si seule la norme est constante au cours du temps, donc dans ce cas-là, le mouvement est uniforme, mais pas nécessairement rectiligne. On définira aussi le vecteur quantité de mouvement. Donc le vecteur quantité de mouvement d'un point est égal au produit de sa masse fois son vecteur vitesse. Donc P, le vecteur vitesse, P égale M fois le vecteur vitesse, pardon. Donc au niveau des unités, donc on voit bien que si la masse est en kilogrammes et la vitesse en mètres par seconde, on obtient une quantité de mouvement qui est en kilogrammes mètres par seconde. On aura besoin aussi de définir ce qu'on appelle l'accélération d'un point. Donc l'accélération caractérise l'accroissement de vitesse. Donc, dans un référentiel donné, donc par exemple, on avait dû voir ici que pour la vitesse, ça correspond donc à un accroissement de distance. Donc l'accélération caractérise l'accroissement de la vitesse. Dans un référentiel donné, le vecteur accélération donc, est défini par la dérivée de la vitesse. Donc l'accélération vecteur, c'est la dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps. Donc au niveau des unités, la dimension d'une vitesse, donc c'est donc une longueur fois un temps exposant moins 1. Effectivement, une vitesse est en mètres par seconde. Si vous divisez ça par une durée, donc vous allez diviser donc par un temps t, et vous obtiendrez L t-2, puisque une durée étant l'unité d'une durée, donc un temps de symbole t majuscule. Donc l'accélération, c'est en mètres par seconde. Au niveau de l'expression, si on repart de l'expression précédente, tout à l'heure, nous avons démontré que la vitesse avait trois coordonnées qui sont Vx, Vy et Vz. Donc Vxi plus Vyj plus Vzk. Si nous dérivons ça, puisque par définition, donc l'accélération ici, c'est la dérivée de la vitesse, ça veut dire qu'il faut qu'on dérive ça.
Donc on y va. Donc on n'oublie pas que ça varie en fonction du temps, mais que i est constant, j est constant et k est constant. Donc ça veut dire qu'on obtient la dérivée de vx donc par rapport au temps fois i, plus la dérivée de ce terme-là dvy par rapport au temps j, plus v, la dérivée de vz par rapport au temps k. Donc ensuite, et là donc n'oubliez pas là, je viens de m'en apercevoir maintenant, mais en mathématiques, nous noterons toujours, en physique, pardon, nous noterons toujours les dérivés comme, donc si je reprends ici, donc les dérivés en maths, vous les notez toujours sous la forme f' de x. Par exemple, f' de x. Nous, en physique, nous écrirons toujours qu'en fait, ça, c'est la dérivée de f par rapport à x. Donc ça, c'est la notation maths. Et ça, c'est la notation physique. Donc, quand vous verrez df sur dx, ça, n'oubliez pas que ça, ça signifie dérivée de f par rapport à x, mais associez-le toujours à f' de x. Donc je reviens à ça sur ma vidéo, parce que ici, non, toc, quand j'arrive ici à cette accélération, donc là, ça veut bien dire que c'est l'accélération de g par rapport au temps, c'est donc la dérivée de Vx par rapport au temps, plus la dérivée de Vy par rapport au temps, plus la dérivée de Vz par rapport au temps. Donc ça veut dire ici que l'accélération a trois coordonnées. Une coordonnée selon x, qui sera ça. Donc vous voyez, par identification, ça c'est selon i, donc c'est forcément la composante selon x du vecteur a, donc ax, qui est égale, donc par identification, à dvx sur dt. De même pour y et z, on voit bien que ay de t c'est dvy sur dt, az c'est dvz sur dt. Comme tout vecteur, ce vecteur a trois coordonnées, donc la norme de ce vecteur ag est donc la racine carrée des trois composantes ax, ay et az. Alors, la petite complexité, c'est que, étant donné que la vitesse, ici, était déjà la dérivée de OG par rapport au temps, et que l'accélération, c'est ici la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait l'accélération qui est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps, et que cette vitesse-là est aussi la dérivée, mais la dérivée de la position. Donc en fait l'accélération c'est la dérivée, mais si je remplace c'est la dérivée de OG par rapport au temps. C'est pour ça qu'on note ça comme ça en physique. Donc ça c'est la dérivée d par rapport au temps de la dérivée de OG par rapport au temps. Et ça on note ça sous la forme dérivée seconde. Donc en mathématiques, vous avez peut-être déjà écrit ça sous la forme f seconde de x. F seconde de x, c'est rien d'autre que f' de x. Mais si je reprends, je redérive, donc je fais f' de x. Donc ça c'est pour que vous ne soyez pas perdu au niveau des notations. Donc dans ce cas-là, si on fait ça, on peut démontrer donc, que la dérivée seconde de OG par rapport au temps, ça serait donc, il y aurait trois composantes qui seraient AX, qui vaudrait donc ici D2X sur DT2, AY égale D2Y sur DT2, AZ égale D2Z sur DT2. Je vous conseille très fortement, moi, de retenir donc, ces deux formules-là, de toute façon, qui sont nécessairement à connaître, et de calculer donc la Vx, ensuite de redériver pour trouver AX, comme ce qu'on fera dans les activités, et vous verrez que ça marche très bien dans les TP également. Ensuite, alors, pour reconnaître un mouvement, vous allez voir que vous allez devoir reconnaître les caractéristiques des mouvements. Donc les mouvements sont ici donnés. Donc vous avez le mouvement rectiligne uniforme, donc exemple de chronophotographie, donc des points qui sont, donc les points sont alignés, donc la trajectoire est une droite, et on voit bien que les distances parcourues sont égales pendant des durées égales. Donc là, la trajectoire est une portion de droite, la vitesse est constante, la direction de le vecteur vitesse, donc c'est celle de la trajectoire, et le sens celui du mouvement. Donc si je représentais par exemple un vecteur vitesse, ça donnerait quelque chose qui serait comme ça, à ce point-là. Et à ce point-là, donc on aurait des vecteurs vitesse qui seraient ici constants en norme, en sens et en direction. Ensuite,
pour le mouvement rectiligne uniformément varié. Donc rectiligne uniformément varié, donc vous remarquerez que c'est aussi une portion de droite pour la trajectoire. Par contre, la valeur de la vitesse varie de manière affine en fonction du temps. Donc ça veut dire que la relation, on a v égale quelque chose fois le temps. La direction, c'est toujours celle de la trajectoire et le sens, celui du mouvement. Donc là, on voit clairement assez facilement sur ce schéma-là que le vecteur vitesse, si je le représente au début ici, il est... Alors, les échelles sont bien sûr beaucoup plus, pas difficiles à représenter, mais sur ce vecteur vitesse, on voit bien que ce vecteur vitesse-là est beaucoup plus grand ici, là, que là, étant donné que si j'efface, on voit clairement que les distances parcourues ici entre deux points sont beaucoup plus faibles qu'ici. Au niveau du mouvement circulaire uniforme, donc ici la trajectoire est une portion de cercle, là, et donc la valeur, donc dans ce cas-là, la valeur est, de la vitesse est constante, la direction de le vecteur vitesse c'est la tangente à la trajectoire, et le sens celui du mouvement. Donc concrètement, si je représente des vecteurs vitesse, ça veut dire qu'en ce point-là, par exemple, ça sera la tangente, alors j'y arrive pas là, tangente à la trajectoire, donc on aurait des vecteurs qui seraient comme ça, tangent à la trajectoire selon le sens du mouvement. Donc le sens du mouvement étant ici donné par la petite flèche noire. Ensuite, on a le mouvement donc circulaire, donc non uniforme. Donc c'est typiquement le mouvement d'un pendule. Donc on voit ici, par exemple, là, le mouvement, la bille ralentit, et après quand elle redescend, elle accélère. Au fur et à mesure qu'elle remonte, ici elle ralentit. Et donc là, elle accélère, etc. Donc là, la trajectoire est toujours une portion de cercle, la valeur de la vitesse par contre est variable, et donc ici, la direction est toujours dans la trajectoire, et le sens est toujours celui du mouvement. Donc si j'en représentais un, ça veut dire par exemple ici, le vecteur vitesse est relativement faible, alors qu'ici, donc, il est clairement maximal, tangent à la trajectoire. Hop, donc ça représenterait des choses qui seraient comme ça pour les vecteurs vitesse. Ensuite, donc j'efface, hop, pour les vecteurs accélération. Donc le vecteur accélération, il est nul pour un mouvement circulaire uniforme. Il n'y a pas d'accélération. Et oui, c'est normal, le vecteur vitesse, ici, le vecteur v égale à une constante. Donc si il est constant, le vecteur vitesse, ça veut dire que si je dérive une constante, que ce soit vectoriel ou un nombre, j'obtiens 0. Pour le mouvement circulaire uniformément varié, donc on voit que le vecteur accélération, dans l'activité que nous avons faite, nous avons démontré que la valeur est constante, que sa direction est celle de la trajectoire et que son sens celui du mouvement si le mouvement est accéléré, dans le sens contraire si le mouvement est ralenti. Donc là par exemple on a un mouvement qui est un mouvement donc accéléré, donc le vecteur accélération serait représenté à chaque point par un vecteur qui aurait une norme constante, une direction qui serait celle de la trajectoire. Donc ça veut dire que le vecteur accélération serait toujours avec la même norme. Donc j'ai bien dit là le vecteur accélération. Ensuite, pour les mouvements circulaires uniformes, donc vous avez donc une valeur qui est constante et égale à v carré sur r. Donc étant donné que la norme de la vitesse est constante, donc si vous faites v carré sur r, r étant le rayon de la trajectoire, vous voyez bien que la norme est constante. La direction elle est perpendiculaire à sa trajectoire et le sens est centripète. Donc concrètement, centripète ça veut dire dirigé vers le centre et la direction perpendiculaire à la trajectoire. Donc ça veut dire que les vecteurs accélération, si je prends la tangente ici, allez je dessine des tangentes là, des tangentes à des points, ça veut dire que le vecteur accélération il est il est dirigé vers le centre, je vais y arriver, ça, donc dirigé vers le centre et perpendiculaire à la trajectoire. Donc si je représente ici les vecteurs vitesse, vous voyez bien que ça sera les vecteurs accélération, toujours dirigés vers le centre. Enfin, pour les mouvements qui sont circulaires non uniformes, donc dans ce cas-là, c'est un petit peu plus compliqué puisque le vecteur accélération a deux composantes, une selon la normale, une selon la composante tangentielle, donc accélération normale et une accélération tangentielle. Donc l'accélération normale a une norme qui vaut v carré sur r, donc v étant la norme de la vitesse, et ici l'accélération tangentielle est égale à la dérivée de la vitesse par rapport au temps. Donc si je vous représente un schéma, donc ça veut dire que par exemple ici,
si je représente en ce point-là, le vecteur ici, alors je vais y arriver. Donc là, par exemple, j'aurai un vecteur qui est tangent. Ça, ce serait AT. Et je pourrais très bien ici avoir un vecteur AN. Donc ça serait les deux vecteurs AN, vecteur normal, perpendiculaire à la trajectoire. Donc ça c'est comme ce que nous avons vu dans l'activité. Et à partir de là, ces vecteurs, n'importe quel vecteur peut être représenté par ces vecteurs-là. Donc AN et AT. Donc si par exemple ici vous avez AN et AT, vous voyez bien que le vecteur vitesse ici, si je fais des pointillés à peu près corrects, on voit bien que le vecteur vitesse ici serait dans cette direction là. Là j'ai le vecteur accélération. Donc le vecteur accélération ici, eh bien une composante tangentielle à la trajectoire plus une composante normale à la trajectoire, et ça, donc cette composante varie en fonction du temps, donc c'est pour ça qu'ici le vecteur n'est pas centripète dans la plupart des cas. Donc ça, revoyez bien l'activité qu'on a faite ensemble, mais normalement ça doit, donc il faut que vous connaissiez pour reconnaître ce tableau là. Ensuite, donc les lois de Newton. Donc la première loi de Newton, donc dans un référentiel galiléen, si la somme vectorielle des forces extérieures qui s'exercent sur un solide est nulle, donc le vecteur vitesse ne varie pas, Vg égale constante. Le mouvement est alors rectiligne uniforme. Donc ça c'est ce que nous avons vu en seconde. Donc réciproquement, si le vecteur Vg, donc du centre d'inertie d'un système ne varie pas, la somme des forces extérieures qui s'appliquent sur ce système est nulle. Donc ça, nous en seconde, nous avons vu ça comme le principe d'inertie. Troisième loi de Newton. Donc lorsqu'un corps A exerce sur un corps B une force F de A sur B, alors le corps B exerce sur A une force F de B sur A. Quel que soit l'état du mouvement, donc on a au niveau vectoriel des relations qui sont inverses, donc F de A sur B égale moins F de B sur A, et au niveau des normes, elles sont constantes. Donc par exemple, si vous appuyez sur une table, vous exercez une force vers le bas, et en contrepartie, la table réagit en exerçant une force vers le haut. Mais par contre, c'est pour ça qu'ici il y a un moins, mais par contre, au niveau des normes, les normes sont totalement égales, c'est-à-dire que les deux, vous exercez une force par exemple de 10 newtons, la table répond en vous exerçant une force sur votre doigt de 10 newtons, mais sauf que les sens sont opposés, donc c'est pour ça qu'il y a un moins. Ensuite, la deuxième loi de Newton, donc, et celle-là, ce sera la relation la plus importante qui vous permettra de traiter, qui sera le point de départ de tous les exercices de mécanique. Dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces appliquées à un système est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement. Donc la somme de toutes les forces extérieures qui s'exercent sur un système est égale à la dérivée par rapport au temps de son vecteur quantité de mouvement. Donc ça c'est une relation importante parce qu'elle va nous permettre de faire le lien entre donc, les forces qui s'exercent sur un système et donc l'évolution de sa vitesse et de son accélération et de sa position. Donc importance des lois de Newton, donc les lois de Newton ne sont applicables que dans les référentiels galiléens, donc pour la plupart des temps de durée courte, le référentiel terrestre peut être considéré comme galiléen. Pour l'étude des satellites ou des marées, donc on utilisera le référentiel géocentrique. Pour l'étude donc des mouvements interplanétaires, on étudiera donc le référentiel héliocentrique avec dans les deux cas donc des axes qui sont les trois axes ici et donc les trois axes de ces deux référentiels qui sont parallèles à ceux du référentiel géocentrique. Donc voilà, c'était une première partie de ce cours de mécanique. Pas un cours qui est forcément évident parce que c'est tout nouveau pour vous. N'ayez pas peur des notations. Donc les notations entre les maths et la physique ne sont pas les mêmes, mais n'oubliez pas une chose. Quand vous voyez d sur d quelque chose, c'est d une dérivée. Donc là, ça veut dire d sur d, la dérivée par rapport à x. Nous dérivons souvent donc, des dérivées par rapport au temps. Donc ça veut dire que quand je fais par exemple dvx sur dt, ça veut bien dire la dérivée par rapport au temps de vx. Donc nous, la variable en physique, c'est souvent le temps, c'est pas x. Et donc ça serait donc la dérivée de vx par rapport au temps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile.